On parle souvent d'objets en mouvement. Une voiture dévale l'autoroute. Un ballon file dans les airs. Mais que signifie réellement être en mouvement? Étonnamment, la réponse dépend du point de vue. Cela dépend de votre perspective. C'est l'essence même du mouvement relatif. Imaginez que vous êtes dans un train, se déplaçant à une vitesse constante. Vous regardez par la fenêtre et voyez les arbres défiler. De votre point de vue, les arbres sont en mouvement. Mais pour quelqu'un qui se tient sur le quai, c'est vous qui êtes en mouvement, et les arbres sont immobiles. Cet exemple simple illustre un concept fondamental en physique. Le mouvement n'est pas absolu, mais relatif. Le mouvement d'un objet ne peut être décrit que par rapport à un autre objet ou à un point de référence. Comprendre ce concept est essentiel pour appréhender l'univers en profondeur. Pour décrire précisément le mouvement, nous avons besoin d'un cadre de référence. Ce cadre est appelé référentiel. Un référentiel est simplement un ensemble de coordonnées que nous pouvons utiliser pour mesurer la position et le mouvement des objets. Imaginez une carte. La carte elle-même est un référentiel. Elle fournit un système de coordonnées qui nous permet de localiser avec précision et de décrire les directions. De même, en physique, nous utilisons des référentiels pour définir le mouvement. Nous pouvons choisir n'importe quel objet comme référentiel, selon la situation. Pour la vie quotidienne sur Terre, nous utilisons souvent le sol comme référentiel. Mais nous pourrions également utiliser une voiture en mouvement, un avion en vol ou même le soleil comme référentiel. L'important est d'être cohérent. Une fois que nous avons choisi un référentiel, nous devons nous y tenir lorsque nous décrivons le mouvement des objets. Changer de référentiel au milieu d'une analyse conduirait à la confusion et à des conclusions erronées. Revenons à notre exemple du train en mouvement. Imaginez que vous marchez vers l'avant à l'intérieur du wagon à une vitesse de 2 mètres par seconde. Le train lui-même se déplace vers l'avant à une vitesse de 10 mètres par seconde. Quelle est votre vitesse par rapport à une personne debout sur le quai? Dans ce cas, nous avons deux référentiels, le train et le sol. Votre vitesse par rapport au train est de 2 mètres par seconde. Mais pour trouver votre vitesse par rapport au sol, nous devons ajouter la vitesse du train. Puisque vous marchez dans la même direction que le train, nous additionnons simplement les vitesses. Votre vitesse par rapport au sol est de 2 plus 10, soit 12 mètres par seconde. Si vous marchiez dans la direction opposée au train, nous soustrairions votre vitesse de la vitesse du train. Cet exemple montre à quel point le mouvement relatif est simple en une dimension. Nous additionnons ou soustrayons simplement les vitesses en fonction du sens du mouvement. Le mouvement relatif devient un peu plus complexe lorsque nous passons à 2 dimensions. Imaginez un avion volant dans les airs. L'avion a une vitesse par rapport à l'air, mais l'air lui-même peut être en mouvement à cause du vent. Pour trouver la vitesse de l'avion par rapport au sol, nous devons tenir compte à la fois de la vitesse de l'avion par rapport à l'air et de la vitesse du vent par rapport au sol. Cela implique l'addition vectorielle. Les vecteurs sont des objets mathématiques qui ont à la fois une grandeur et une direction. Nous pouvons représenter les vitesses comme des vecteurs, où la longueur du vecteur représente la vitesse et la direction du vecteur représente la direction du mouvement. Pour additionner des vecteurs, nous les plaçons bout à bout. Le vecteur tracé du début du premier vecteur à la fin du dernier vecteur représente la somme des vecteurs. Dans le cas de l'avion et du vent, la somme vectorielle de la vitesse de l'avion par rapport à l'air et de la vitesse du vent nous donne la vitesse de l'avion par rapport au sol. Ce concept s'étend également à 3 dimensions. Nous pouvons utiliser des vecteurs pour représenter des vitesses dans n'importe quel nombre de dimensions, ce qui nous permet d'analyser des mouvements complexes dans diverses situations. 5e partie. Les vecteurs, le langage du mouvement relatif. Les vecteurs sont des outils essentiels pour comprendre et calculer le mouvement relatif. Ils offrent un moyen concis et efficace de représenter à la fois la grandeur et la direction des vitesses. Imaginez un vecteur comme une flèche. La longueur de la flèche représente la vitesse.
et la direction dans laquelle la flèche pointe représente la direction du mouvement. Par exemple, une flèche plus longue représenterait une vitesse plus élevée, tandis qu'une flèche plus courte représenterait une vitesse plus faible. Lorsque nous parlons de vitesse relative, nous comparons essentiellement des vecteurs. Nous demandons à quelle vitesse cet objet se déplace-t-il par rapport à cet autre objet et dans quelle direction. Les vecteurs nous permettent de répondre à cette question avec précision. Nous pouvons additionner et soustraire des vecteurs pour trouver des vitesses relatives, comme nous l'avons fait dans l'exemple de l'avion et du vent. Cela fait des vecteurs un outil indispensable pour analyser le mouvement dans le monde réel. 2. Sixième partie, les transformations de Galilée. Relier les points. En physique, nous devons souvent passer d'un référentiel à un autre. Par exemple, nous pourrions avoir besoin de savoir à quoi ressemble le mouvement d'une balle lancée dans un train en mouvement du point de vue d'une personne debout sur le quai. Les transformations de Galilée fournissent un ensemble d'équations qui nous permettent de relier la position, la vitesse et l'accélération d'un objet dans un référentiel inertiel à ses valeurs correspondantes dans un autre référentiel inertiel qui se déplace à une vitesse constante par rapport au premier. En termes plus simples, les transformations de Galilée nous permettent de traduire entre différents points de vue. Elles fournissent un pont mathématique entre la façon dont un événement est observé dans un référentiel et la façon dont il est observé dans un autre. Ces transformations sont basées sur l'idée que le temps est absolu et que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Bien que cela soit vrai pour les vitesses quotidiennes, cela s'effondre à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, où la théorie de la relativité restreinte d'Einstein entre en jeu. Gauss, septième partie. Additionner les vitesses. Un travail d'équipe. L'addition des vitesses en mouvement relatif n'est pas aussi simple que l'addition de nombres ordinaires. Nous devons tenir compte à la fois de la grandeur et de la direction des vitesses, et c'est là que les vecteurs entrent en jeu. Lorsque nous additionnons des vitesses, nous combinons essentiellement les effets de multiples mouvements. Par exemple, si vous marchez sur un tapis roulant dans un aéroport, votre vitesse totale par rapport au sol est la somme vectorielle de votre vitesse de marche et de la vitesse du tapis roulant. Le point clé à retenir est que les vitesses ne s'additionnent pas simplement comme des nombres sur une droite numérique. Elles s'additionnent comme des flèches, en tenant compte à la fois de leur longueur, vitesse et de leur direction. Huitième partie. La relativité en action. Des exemples quotidiens. Le mouvement relatif n'est pas qu'un concept théorique confiné au manuel de physique. Il est omniprésent autour de nous, façonnant nos expériences quotidiennes. Lorsque vous conduisez une voiture et que vous dépassez une autre voiture, vous expérimentez le mouvement relatif. Votre vitesse par rapport à l'autre voiture est bien inférieure à votre vitesse par rapport au sol. Lorsque vous êtes dans un train et que vous voyez un autre train se déplacer à côté de vous, il peut être difficile de dire quel train est réellement en mouvement. C'est parce que votre perception du mouvement est relative à votre propre référentiel, qui est le train en mouvement. Même quelque chose d'aussi simple que la marche nécessite une compréhension du mouvement relatif. Votre cerveau calcule constamment votre vitesse par rapport au sol afin de maintenir votre équilibre et de vous déplacer dans la bonne direction. Gaber, neuvième partie. La valse cosmique. Le mouvement relatif dans l'espace. Le mouvement relatif est encore plus prononcé lorsque l'on considère l'immensité de l'espace. La Terre tourne sur son axe tout en étant en orbite autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée, et la Voie lactée se déplace au sein du groupe local de galaxies. Tous ces mouvements sont relatifs les uns aux autres. Dans l'espace, il n'y a pas de référentiel absolu. Cette prise de conscience a de profondes implications sur notre compréhension de l'univers. Par exemple, lorsque nous observons des galaxies lointaines, leur mouvement est affecté par l'expansion de l'univers. Cela signifie que les galaxies plus éloignées de nous semblent s'éloigner de nous à une vitesse plus rapide. Cette observation est une preuve clé en faveur de la théorie du Big Bang. Dixième partie. Au-delà de la physique classique, un aperçu d'Einstein.
Bien que les transformations de Galilée fonctionnent bien pour les vitesses quotidiennes, elles s'effondrent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. C'est là que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein entre en jeu. Einstein a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, montrant qu'ils ne sont pas absolus, mais relatifs au référentiel de l'observateur. Il a également montré que la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement relatif. La relativité restreinte introduit des concepts tels que la dilatation du temps et la contraction des longueurs, qui prédisent que le temps ralentit et que les objets semblent se raccourcir dans la direction du mouvement à mesure qu'un objet approche la vitesse de la lumière. Ces effets sont négligeables aux vitesses quotidiennes, mais deviennent de plus en plus importants à mesure que la vitesse d'un objet approche la vitesse de la lumière. Jirga, 11e partie. L'importance de la perspective. Le mouvement relatif dans nos vies. Comprendre le mouvement relatif, ce n'est pas seulement saisir des concepts physiques, c'est embrasser une nouvelle façon de voir le monde. Cela nous enseigne qu'il n'existe pas de vérité unique et absolue lorsqu'il s'agit de mouvement. Ce que nous observons dépend entièrement de notre point de vue. Ce concept transcende le domaine de la physique et imprègne notre vie quotidienne. Tout comme il n'existe pas de référentiel absolu dans l'univers, il n'existe pas de point de vue unique et objectif sur une situation donnée. Nos expériences, nos croyances et nos valeurs façonnent nos perceptions, nous amenant à voir le monde à travers une lentille unique. Reconnaître la relativité de la perspective est essentiel à l'empathie et à la compréhension. Cela nous permet de dépasser nos propres points de vue limités et d'apprécier la validité d'autres perspectives, même si elles diffèrent des nôtres. Durkheim, 12e partie. Conclusion. Embrasser un monde relatif. Le mouvement relatif est un concept fondamental qui façonne notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. De la simple marche dans la rue à l'observation de galaxies lointaines, notre compréhension du mouvement est intrinsèquement relative. En embrassant le concept de mouvement relatif, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'interdépendance de l'univers et de l'importance de la perspective. Nous apprenons qu'il n'existe pas de vérité unique et absolue lorsqu'il s'agit de mouvement et que nos observations sont toujours façonnées par notre point de vue. Alors que nous continuons à explorer le cosmos et à approfondir les mystères de la physique, le mouvement relatif continuera à guider notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons.